c'est toujours avec ce même plaisir que je vous retrouve sur la panafricaine Médian pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. De plus en plus sur le continent africain, des gouvernants font de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption leur sacerdoce, ce qui requiert de garantir l'indépendance des corps de contrôle. Ces institutions et corps de contrôle jouent un rôle indispensable dans le bon fonctionnement des institutions pour promouvoir la bonne gouvernance et la redevabilité dans la gestion des affaires publiques, une mission qui fait face à un mauvais procès auquel elles sont soumises, ce qui requiert aujourd'hui de davantage garantir leur indépendance. Quelle lecture de la mission de ces institutions et organes de contrôle? Comment garantir l'indépendance des corps de contrôle, le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous parlerons des Delivery Units. Le Sénégal a d'ailleurs accueilli en novembre 2023 le premier forum du réseau africain des Delivery Units. Une rencontre qui a été axée sur le partage d'expériences et de bonnes pratiques dans les instruments de suivi et d'évaluation des politiques publiques en Afrique. Ces structures opérationnelles de suivi et de contrôle sont destinées à encourager la culture des résultats dans la mise en œuvre des politiques publiques sur le continent. Mais de plus en plus, elles font face à des défis et autres difficultés qui entravent leur bon fonctionnement. Quel rôle des politiques des Delivery Units plutôt dans l'évaluation des politiques publiques? Comment relever les défis auxquels ils sont confrontés? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Monsieur Moussa Gueye, vous êtes enseignant formateur, également membre de l'OCDEA, l'Observatoire pour le suivi des indicateurs économiques et de développement, pour le suivi des indicateurs de développement économique en Afrique. J'y arrive et vous êtes chargé de la formation. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Merci Daouda, un plaisir d'être ici encore. Plaisir toujours tout aussi partagé. En face de vous, vous avez Monsieur Elhadj Serigne Mbaye, vous êtes également enseignant-chercheur, également aujourd'hui enseignant associé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Merci également Monsieur Mbaye d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que c'est votre première participation au débrief. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Sow Daouda, pour l'invitation. Je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser mes chaleureuses salutations à mon co-débatteur M. Gueye, mais aussi et surtout à vos téléspectatrices et téléspectateurs. Tout à fait. Et merci également pour cette disponibilité dont vous avez fait montre. Je reste d'ailleurs avec vous. Quelle lecture est-ce que vous faites aujourd'hui des missions menées par ces contrôles, ces organes aujourd'hui de contrôle public? Oui, vous savez, M. Sow, la bonne gouvernance en Afrique reste un défi majeur. Et un des aspects fondamentaux pour sa mise en œuvre effective réside dans l'indépendance des corps de contrôle. Ces corps de contrôle, à l'image des cours des comptes, des inspections générales d'État, des inspections générales des finances, des commissions anticorruption, comme c'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique, les autorités administratives indépendantes, pour ne pas dire les autorités de régulation, donc jouent un rôle fondamental. Et donc parmi leurs missions phares, nous avons donc la lutte contre la corruption, nous avons la lutte contre le détournement de deniers publics, la concussion, tout ce qui est acte de prévarication contre les deniers publics. Ces organes de contrôle ont pour vocation donc de faire face un peu à ces phénomènes-là, mais aussi d'asseoir et de promouvoir la transparence dans la gestion des finances publiques. Donc, ces organes de contrôle-là jouent donc vraiment une mission fondamentale donc pour l'atteinte des objectifs de développement durable sur le continent africain. Et vous avez rappelé d'ailleurs quelques-unes de leurs missions. Comment ces missions-là aujourd'hui que ces organes mènent contribuent aujourd'hui à arriver en tout cas vers cette transparence et surtout cette redevabilité dans la gestion des affaires publiques? Oui, pour répondre à cette question, je m'en vais peut-être prendre l'exemple de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui a un peu légiféré dans le domaine de la commande publique, dans le domaine des marchés publics. Donc, l'UEMOA a pris 2 directives en 2005. La première directive consistait donc à réguler, n'est-ce pas, le secteur des marchés publics. D'abord, il a été question donc de mettre sur pied une réglementation, mais ce qu'on a noté, c'est que depuis l'accession de nos pays à l'indépendance, on a toujours alors eu des dispositifs juridiques qui régissent des secteurs particuliers comme les marchés publics. Mais on n'avait pas atteint en réalité les objectifs de bonne gouvernance. Donc, il fallait créer à côté des organes de contrôle chargés
chargé en réalité de suivre, de corriger, mais aussi de sanctionner en cas effectivement d'acte de prévarication. C'est ce qui a des fois conduit à la création des institutions comme les ARLP, Autorité de régulation des marchés publics, devenue maintenant ARCOP, Autorité de régulation de la commande publique. Ça, donc, vraiment pour dire que au-delà de la création du dispositif juridique, il est important de mettre à côté un organe chargé de contrôler le degré de respect, n'est-ce pas, alors de ces procédures-là qui sont donc... Et l'on reviendra tout à l'heure sur ce point important que vous avez soulevé. Et Moussa, par rapport à ces autorités aujourd'hui de régulation et autres organes de contrôle, comment aujourd'hui est-ce qu'ils contribuent dans la bonne gouvernance ou bien même dans la gouvernance aujourd'hui des affaires économiques et financières aujourd'hui de nos États africains? Oui, oui. Comme il l'a dit, ils ont une mission qui est fondamentale dans de pouvoir garantir justement cette bonne gouvernance-là à travers plusieurs piliers. Il y a par exemple au niveau du droit des citoyens, de pouvoir bénéficier des services publics. Aujourd'hui, ces organes de contrôle-là ont une incidence telle que si c'est bien mené, ça permet à ces citoyens-là, de manière équitable, de bénéficier de ces services publics-là. L'autre élément, ça va être de pouvoir aussi les protéger en cas de contentieux, parce qu'il arrive que des citoyens puissent avoir un contentieux avec l'administration. Et aujourd'hui, c'est justement le rôle de ces organes de contrôle-là, de pouvoir garantir le respect des droits des citoyens lorsqu'il y a un contentieux. Donc, ça, quand on regarde sous cet angle-là, c'est des outils de bonne gouvernance, mais aussi d'équité pour les citoyens et de transparence aussi et de redevabilité. Et sur ce point-là, quelles sont selon vous aujourd'hui les contraintes et autres défis structurels qui minent l'efficacité des missions aujourd'hui de ces organes? Oui, la première contrainte, elle est d'ordre financier. Déjà, c'est les moyens qui sont alloués à ces organes de contrôle-là qui ne sont pas justement suffisants. Donc, il y a au-delà de l'indépendance sur laquelle on va revenir, c'est plutôt les moyens financiers. Beaucoup de ces organes de contrôle-là n'ont pas les moyens de pouvoir, par exemple, pour aller mener des enquêtes à l'étranger, déjà au niveau interne de pouvoir justifier assez de ressources humaines pour pouvoir mener à bien toutes les missions. Et donc, il faut des moyens financiers, des moyens en termes de ressources humaines, pour pouvoir leur garantir l'efficacité de leur action. Et ce dont parle Moussa renvoie à autre chose également, c'est-à-dire plus de considération à l'égard en tout cas de ces organes-là. Ces structures de contrôle sont souvent rattachées également à des institutions publiques et sous tutelle de ces dernières, elles publient des rapports périodiques qui font souvent plus écho à travers la presse aujourd'hui que devant les juridictions compétentes, à savoir les tribunaux. Est-ce que cela ne doit pas inviter à plus de considération aujourd'hui de ces organes de contrôle pour un meilleur usage des résultats issus de leurs travaux? Et effectivement, pour rebondir à ce que disait tout à l'heure M. Gueye, l'une des missions phares de ces organes de contrôle, c'est en réalité d'aider à gérer de manière transparente les ressources publiques. Parce que aussi, les ressources publiques, on ne les dépense pas n'importe comment. Il y a toujours des normes, n'est-ce pas, qui orientent, donc qui dictent un peu le canevas à utiliser pour pouvoir alors décaisser l'argent public. Donc, ces organes-là, comme vous le dites, dans le cadre de l'exécution de leur mission, in fine, doivent non seulement alors être connus, mais aussi on doit leur prêter effectivement une attention particulière. Parce que leur mission, comme l'a dit mon co-débatteur tout à l'heure, la finalité de leur mission, c'est effectivement de créer un impact sur le développement économique et social des populations. Aujourd'hui, comme vous le dites, l'exploitation qui est réservée, n'est-ce pas, aux rapports qui sont publiés par ces corps de contrôle, à un moment donné, moi je me dis, il nous faut faire stop. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont des non-initiés, des gens qui ne sont pas experts en la matière, qui tentent de décrypter ou d'exploiter les rapports pour effectivement alors édifier les populations. Alors que finalement, si c'est le politique qui effectivement décrypte le rapport, il le fait, n'est-ce pas, à son avantage. Donc la communication est un peu détournée. Et ce qui d'ailleurs, même souvent, comme vous l'avez dit, est interprété à tort dans la mesure où on voit très souvent qu'il arrive qu'on fasse un mauvais procès à ces organes-là qui ont eu à mener ce travail de titan pour en arriver à ces rapports-là. Est-ce que cela ne doit pas appeler, comme je le disais tout à l'heure, à plus de considération à l'égard de ces organes, puisqu'on voit que leurs rapports et autres résultats font plus écho
à travers la presse qu'aujourd'hui devant les juridictions compétentes. Effectivement, ça c'est aussi un élément important à mettre en avant parce que déjà ce travail qui a été élaboré, par exemple quand vous voyez un peu comment les rapports d'audit sont élaborés, il y a toujours une partie qui est cruciale, la partie fondamentale, c'est les recommandations. Et ces recommandations, comme vous dites là, en tout cas, sont adressées au pouvoir public qui doivent les prendre sérieusement en compte et qui doivent effectivement alors les intégrer pour vraiment une certaine performance dans la gestion publique. Et comment à éviter aujourd'hui le classement sans suite aujourd'hui des recommandations issues de ces rapports, puisqu'on l'a vu dans plusieurs cas en tout cas, que ce soit au Sénégal ou dans d'autres pays, des recommandations où aujourd'hui ces autorités-là ou bien ces corps de contrôle demandaient l'ouverture d'une information judiciaire, mais que nenni, au fil des années aujourd'hui, on n'a pas vu d'information judiciaire relative à ces questions-là. Comment aujourd'hui veiller à éviter ce classement sans suite des résultats issus de ces accords? Moi, je pense que ça va un peu nous replonger dans la problématique de l'indépendance de la justice. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez un organe de contrôle comme l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. L'OFNAC, après avoir publié ses rapports, peut saisir directement le procureur de la République, indépendamment, effectivement, alors d'aucune, en tout cas, sans se fier à aucune pression ou à aucune représailles politique. Mais finalement, c'est la suite qui doit être donnée à ces rapports-là. Et même j'ajouterais que même dans les réformes de l'OFNAC entre 2023 et 2024 également, désormais, il est même possible pour l'OFNAC aujourd'hui d'opérer des gardes à vue dans leurs locaux. Excellent. Déjà, ça, c'est une avancée notable du point de vue du dispositif juridique. Mais c'est la mise en œuvre qui est problématique. Donc, c'est l'application qui pose problème, c'est les suites judiciaires qui posent problème. Et là, cela dit en quelque sorte un peu, cela démontre les défis immenses, n'est-ce pas, qui se dressent devant nous, parce qu'il faudra effectivement aller vers la correction un peu de ces dysfonctionnements-là, donner autant d'indépendance à ces organes de contrôle et qu'à l'issue effectivement de leur mission, qu'ils puissent effectivement donner des suites alors qu'ils seraient de nature à permettre de corriger donc les imperfections. Et on reste avec ces suites à donner au rapport. Il y a M. Mbaye qui a donné l'exemple tout à l'heure de l'OFNAC qui a cette possibilité-là de saisir directement le procureur de la République pour l'ouverture d'une information judiciaire ou d'une enquête en tout cas. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas, au-delà de l'OFNAC, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers cela, permettre à ces différents corps de contrôle et autres autorités aujourd'hui de régulation d'avoir ce pouvoir de saisine du procureur de la République ou bien même du procureur financier dans les pays comme le Sénégal qui dispose aujourd'hui d'un pôle financier ou d'un parquet financier? Oui, c'est extrêmement important. Le défi majeur, c'est l'ingérence politique dans le fonctionnement de ces organes de contrôle-là. Et aujourd'hui, il nous faudrait en fait avoir des lois plus solides, des lois qui puissent garantir carrément l'indépendance de ces corps de contrôle-là. Par exemple, au niveau de la Cour des comptes, on a la chambre de discipline financière. Il y a un président de cette chambre-là avec un rapporteur général qui a la latitude de pouvoir faire des poursuites. Seulement, justement, il faudrait aller beaucoup plus loin dans le cadre juridique, justement, pouvoir protéger un peu plus les membres de ces corps de contrôle. Parce qu'il y a un défi à ce niveau-là de pouvoir les protéger si toute menace qui arrive du dehors, les politiques... Les protéger dans quel sens, Moussa? Si l'on sait qu'aujourd'hui, ils sont des sortes sont en tout cas des formes aujourd'hui de cours qui ont un certain pouvoir par rapport aux missions qui leur sont assignées. Donc, comment les protéger? Une sorte d'immunité qui ne dit pas son nom, des garanties dans la sécurité de l'exercice, je vais y arriver, de leur fonction. Et ce cadre juridique-là, on peut le faire. Il n'est pas très compliqué. C'est de voir quels sont les éléments qui permettent à ce corps-là de pouvoir avoir plus d'indépendance dans sa capacité à pouvoir de manière ponctuelle aller faire des missions sans que ça ne soit dans un programme. C'est vrai qu'il y a un programme qui est défini à l'avance à l'année, mais de manière ponctuelle, avec la participation par exemple de la société civile qui peut servir d'alerte, le corps peut s'autosaisir et aller faire des vérifications. Mais on doit s'assurer que ces magistrats-là qui font les contrôles, il y a un cadre juridique qui les protège, de sorte qu'ils ne pourraient pas craindre des menaces de personnes politiques, par exemple, comme l'a si bien dit mon co-débat. Des menaces de personnes politiques qui souvent occupent des postes publics assez stratégiques. Ils ont aujourd'hui un pouvoir de tutelle vis-à-vis aujourd'hui. Voilà, pouvoir nous assurer que ce ne soit pas les politiques qui nomment les juridiques. Et encore, ça c'est le principe fondamental de la séparation des pouvoirs. Sur ce principe dont vous parlez, d'ailleurs, les nouvelles autorités sénégalaises y travaillent et de plus en plus les nominations, en tout cas des magistrats, sont faites en Conseil supérieur de la magistrature et les propositions faites par leur père et validées aujourd'hui par le président. Exactement.
Et Oui. ça nous ramène à l'indépendance de la justice aujourd'hui. Et comment aujourd'hui on en arrive? Comment garantir aujourd'hui l'indépendance de ces corps de contrôle? Oui, on a déjà ces actions qui sont menées et qui sont à saluer. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de la Cour des comptes, il y a un concours, c'est un concours très sélectif qui permet d'être sûr d'avoir les meilleurs cadres, les meilleurs technocrates, entre guillemets, qui vont pouvoir réaliser ces missions-là. Maintenant, il faut Assistants vérificateurs et des assistants automatiques de la vérificateurs, par exemple, des corps. voilà, et qui vont mener les missions. Maintenant, il ne faudrait pas que la Cour se limite à pouvoir juste rendre un rapport et que le dernier mot revienne au président. Hein. On a souffert de cet état de fait-là où le président décide de la suite à accorder à telle mission et telle mission. Il faudrait que Avec des coudes qui avaient été mis. Exactement. Et bien avant lui, on a eu ces mêmes situations-là où les corps de contrôle, le travail des corps de contrôle peut servir d'outil de chantage entre les politiques. Il faudrait qu'ils aient l'indépendance de pouvoir non seulement s'autosaisir, mais à pouvoir poursuivre ces actions-là de manière indépendante. On a un exemple au niveau du bureau de l'inspecteur général, l'inspection générale au niveau de l'Ouganda, qui ont très bien réussi et qui ont pu déceler des cas de corruption à des hauts sommets de l'État. Parce qu'ils ont cette indépendance-là et le cadre juridique leur permet de pouvoir faire des poursuites et de mener leurs actions jusqu'à terme. Et on le voit également dans un autre pays anglophone qui est le Ghana également. Au Ghana, De plus en plus, des actions sont menées dans ce sens, surtout dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et M. Mbaye, ces institutions de contrôle sont pour la plupart composées de vérificateurs, d'inspecteurs et autres magistrats chevronnés et spécialistes également dans leur domaine. Mais bénéficient-ils, à votre avis, de l'indépendance nécessaire pour plus d'efficacité pour mener à bien leur mission? Puisque dans ces développements, Guy est beaucoup revenu sur ce point-là, à savoir leur garantir une certaine forme d'indépendance ou d'impunité ou d'immunité plutôt, si on peut l'appeler ainsi. Oui, effectivement, comme il l'a dit, si nous revenons un peu si nous faisons appel un peu au décret portant création de l'autorité de régulation des marchés publics, les conditions de nomination du directeur général sont encadrées par la loi. Ça, c'est une forme de garantie qui est accordée à cette organisation, à cette autorité de régulation. On vous dit par exemple, il est nommé par appel à candidature. Quand il est nommé, il a un mandat de 3 ans. Pendant l'exécution de son mandat, il n'a pas à subir aucune pression politique. C'est pourquoi, du point de vue rattachement même, on vous dit l'ARMP, l'ex-ARMP devenu ARCOP est rattaché à la présidence de la République. Et donc ça, c'est une forme de garantie qu'on a donnée au directeur général. Pendant un mandat de 3 ans, il n'a pas à subir aucune pression politique. Les rapports d'audit qui sont commandités par l'autorité de régulation de la commande publique donc sont gérés en toute indépendance, n'est-ce pas? Soit il peut tout ce qui pourrait conduire en tout cas à ça. Pour conforter ce que vous dites, on voit la même chose aussi accordée à d'autres corps de contrôle comme l'OFNAC aujourd'hui qui travaille dans la lutte contre la corruption où ses membres sont nommés pour un mandat aujourd'hui qui ne peut être écourté, qui va jusqu'à son terme. L'autorité ou bien le conseil en tout cas de régulation également de l'audiovisuel, le CNRA, c'est pareil également. Dans cette indépendance en tout cas, les membres, leur mandat ne peut non plus être écourté dans le cadre de cette mission qui leur a été assignée. Effectivement. Donc, l'objectif vraiment ici, c'est de promouvoir davantage un encadrement juridique solide pour leur permettre en tout cas d'avoir vraiment toute la liberté qu'il faut, vraiment les coups de franche qu'il faut pour mener à bien leur mission. Maintenant, ça, c'est le renforcement un peu du cadre juridique qui fait partie un peu des défis. Mais aussi, il faut assurer leur sécurité financière et logistique. J'ai pu vous garantir en ma qualité d'auditeur que certains organes que je ne peux peut-être pas nommer, Tout à fait. souvent dans le cadre de l'exécution de leur mission, ont même des difficultés de logistique, même pour avoir des voitures pour aller mener des missions, c'est des problèmes. Là, c'est un peu l'État en quelque sorte qui assure la perfusion financière. Donc, c'est l'État qui donne le budget et qui, en tout état de cause, dans l'optique, en tout cas, de protection un peu de certains gestionnaires publics, n'est-ce pas, par l'autorité supérieure, là, ils peuvent effectivement alors barrer la route à cette institution pour lui empêcher de mener à bien ses missions. Ça, par exemple, c'est un obstacle qui est là. Mais aujourd'hui, plutôt donc que de faire dépendre en tout cas les budgets de ces organes de régulation ou bien de corps de contrôle-là, au niveau ça, souvent, leur budget dépend aujourd'hui de l'institution à laquelle ils sont rattachés. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être penser au niveau de l'Assemblée nationale ou bien même du gouvernement, aller aujourd'hui vers le détachement du budget aujourd'hui de ces organes de contrôle
pour mieux leur assurer cette autonomie de gestion par rapport aux missions qui leur sont assignées? Effectivement, c'est ça la meilleure formule. La meilleure formule, c'est de leur garantir une autonomie administrative et financière. Donc, vraiment, pour que ces organes-là, dans le cadre de la mise en œuvre un peu de leurs activités, ne puissent pas dépendre, n'est-ce pas, d'une quelconque tutelle pour pouvoir programmer des missions, donc de revue de conformité ou d'audit. Mais est-ce la tutelle le problème, Baye? Est-ce la tutelle le problème ou plutôt l'exécution et les moyens mis à leur disposition? Puisque souvent, la tutelle, en tout cas, le fait que ces organes-là soient sous tutelle ne pose pas réellement problème puisqu'ils mènent de façon indépendante leur mission, font des rapports, mais des fois, c'est la suite qui est donnée au rapport qui pose problème. Donc, est-ce réellement la tutelle le problème ou bien même les moyens dont ils disposent ou bien les conditions dans lesquelles ils mènent leur mission? Oui, moi, je pense que c'est les deux. Parce que déjà, quand je parle de la tutelle, en donnant l'exemple tout à l'heure à titre d'illustration de cet organe de contrôle-là, qui, dans le cadre de l'exécution de ses missions, était obligé d'attendre, n'est-ce pas, de disposer des moyens financiers, donc de son budget pour pouvoir exécuter. Donc, vous voyez, un organe de contrôle qui est censé être autonome, qui a son agenda annuel d'exécution de ses activités, qui, pour pouvoir exécuter une mission d'audit, est obligé d'attendre à ce qu'effectivement le budget soit disponible. Là, c'est un peu la tutelle qui met une certaine pression. Et là, c'est beaucoup plus clair. J'aimerais interpeller M. Moussa juste avant qu'on termine. Moussa, vu la complexité aujourd'hui des crimes financiers, est-ce que cela ne devrait pas aussi appeler à renforcer les institutions et corps de contrôle aujourd'hui, renforcer leur travail, surtout avec des personnes même peut-être extérieures, que ce soit extérieures au corps ou bien même extérieures à la fonction publique? Oui, ça aussi c'est un défi majeur. Bon, ici au Sénégal quand même nous avons de bonnes ressources, mais on en parlait tout à l'heure au niveau de la capacitation. Dans beaucoup de pays africains, justement, ce qui empêche l'efficacité de ces corps de contrôle-là, c'est les compétences techniques des membres. Donc, ils ont besoin, peut-être par le biais d'une coopération, en tout cas d'un programme de capacitation, de pouvoir donner les outils scientifiques, techniques à ces ressources humaines-là pour pouvoir mener à bien leur... Donc ça, c'est un premier défi. L'autre défi, il l'a dit, c'est au niveau des moyens financiers. Mais pour assurer l'efficacité de ces corps de contrôle-là, au niveau interne, il faut continuer à capaciter parce que aussi le monde change. Nous avons de nouveaux paradigmes, nous avons de nouvelles règles avec les institutions internationales sur tout ce qui est financement, tout ce qui est mobilisation des ressources. Il faut se mettre à la paille et cela demande... Et cela également pour cette capacitation aujourd'hui, Oui. renforcer en tout cas la coopération entre ces différents corps de contrôle des pays africains ou bien même avec les pays occidentaux pour également constituer une solution. Exactement. Nous sommes à la fin de la première partie du débrief. À côté aujourd'hui de ces corps et autres organes de contrôle, nous avons aussi des bureaux aujourd'hui de suivi et de coordination des politiques publiques, encore appelés Delivery Units. Aujourd'hui, quelle contribution ou quelle place de ces Delivery Units dans l'évaluation des politiques publiques? C'est la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Moussa, je le disais en introduction, ces Delivery Units, ce sont des structures opérationnelles de suivi et de contrôle destinées à encourager une culture de résultats dans la mise en œuvre des politiques publiques. Quelle lecture aujourd'hui est-ce que vous faites de leur mission? C'est un excellent outil. Nous l'avons importé aussi du système francophone. On a ce bureau opérationnel-là parce que ce qu'on remarquait avant, il y a un lien d'ailleurs avec les corps de contrôle pour la plupart qui faisaient des contrôles a posteriori à la fin de chaque programme, d'un projet ou d'une politique publique. Et l'idée ici, c'est de mettre en place un organe qui va mener le projet de bout en bout, qui va faire du suivi-évaluation en bonne intelligence maintenant avec les ministères qui sont dans le projet. Mais c'est un organe qui permet de contrôler l'efficacité des projets. Et ces politiques publiques-là sont gérées en mode projet, avec des deadlines, des responsables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à mi-chemin, lorsqu'il y a des goulots d'étranglement, ces delivery units sont capables de pouvoir délier ce goulot-là, de pouvoir rectifier. Et donc, ça nous amène à une vraie efficacité gouvernementale dans l'action du gouvernement. Et quelle lecture aujourd'hui faites-vous de l'efficacité dont vous avez parlé tout à l'heure? Quelle lecture faites-vous de l'efficacité aujourd'hui de ces outils, surtout dans l'évaluation aujourd'hui, la coordination et même l'évaluation de ces politiques-là? Oui, il y a une vraie efficacité, même si il faut continuer à améliorer. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais vous voyez, la mission principale, c'est de contrôler, on va dire, l'efficacité des politiques publiques. Donc, l'incidence, c'est que nous avons une optimisation des ressources qui sont allouées à ces projets publics-là. Mais l'autre élément, c'est qu'un autre organe
législatif comme l'Assemblée nationale qui a comme mission l'évaluation des politiques publiques, on a vu ses limites parce que c'est un organe qui est beaucoup plus politique qu'économique. Ici, le bureau opérationnel, comme son nom l'indique, veille à l'effectivité des actions et surtout à l'impact sur la population de ces projets-programmes-là. Et donc, c'est tout, ça leur donne tout leur sens. Maintenant, il y a des éléments qui leur permettent d'être beaucoup plus efficaces. Il y a aussi certaines contraintes. Donc, j'ai parlé de la relation avec les ministères. Il y a souvent du chevauchement ou bien une incompréhension de la vraie mission de ces bureaux-là. Mais c'est quelque chose qu'il faut saluer et qu'il faut développer. Et Mbaye, par rapport à l'Assemblée nationale dont vient de parler tout à l'heure Guèye, en principe, dans ces missions-là aujourd'hui, il devrait aussi être question de faire le suivi aujourd'hui de ces politiques publiques et autres programmes qui sont menés et souvent dont le budget a été approuvé au niveau de l'Assemblée nationale, mais ce n'était pas le cas, comme il l'a rappelé. Souvent, la politique prend le dessus, mais avec la nouvelle Assemblée nationale du Sénégal, la 15e législature, on a vu en tout cas que le nouveau président, en l'occurrence M. El Malick Ndiaye, essaie en tout cas de redonner à l'Assemblée cette place-là avec le choix aujourd'hui d'intégrer l'évaluation des politiques publiques dans les missions de l'Assemblée. Vous déjà, en tant qu'auditeur, quelle lecture vous faites aujourd'hui d'un tel choix? Mais je pense que c'est un excellent choix, mais il faut peut-être partir du postulat selon lequel le monde maintenant évolue, un peu les administrations publiques évoluent maintenant à l'image de l'entreprise. Parce que tout cela, on peut part de ce qu'on appelle le new management public, donc qui est un phénomène qui est né effectivement aux États-Unis, qui a fortement inspiré un peu les États africains. D'ailleurs, c'est ce qui indirectement a donné naissance un peu dans le cadre de la gestion budgétaire au mécanisme budget-programme. Aujourd'hui, on n'exécute plus le budget sur un an, mais on exécute par 4 mois. Donc voilà, et ça, par exemple, ça permet donc de suivre un peu l'évolution des engagements financiers dans des projets, d'évaluer un peu le niveau d'exécution. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, si l'Assemblée nationale, en tant que deuxième institution, quand même, marque le pas, on ne peut qu'effectivement s'en féliciter. Maintenant, c'est une annonce. On attend de voir effectivement des actes concrets posés dans ce sens. Pour rappel, un peu les Delivery United, comme vous dites, jouent un rôle fondamental. Moi, je dis par exemple, aujourd'hui, si vous voyez ce bilan au plan matériel qui a été réalisé par le régime déchu, n'est-ce pas, sous la présidence Sall, c'est à cause du bureau opérationnel. Et là, il y avait effectivement un organe efficace qui avait pour vocation de cibler, de faire le suivi, de corriger. Et le plus important dans la mission des Delivery United, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des blocages dans l'exécution des projets, que ce soit au plan financier, au plan technique, au plan logistique, il y a des corrections qui sont apportées, des recommandations sont faites et ça permet effectivement alors de dépasser le gros d'étranglement. Donc, c'est un outil important et actuel et on doit encourager ce genre d'outils. Aujourd'hui, vous allez dans des pays comme par exemple le Ghana, les pays anglophones, mais naturellement, au niveau du ministère de la Planification, il y a effectivement un département spécialisé dans ce domaine-là qui fait le suivi de l'exécution des politiques publiques. Vous allez dans des pays comme le Rwanda. Ici, c'est à la présidence de la République que le président Kagame a créé effectivement un organe au sein de la présidence de la République. L'organe d'ailleurs s'appelle Rwanda Governance Board, donc qui est chargé de suivre tous les projets publics qui sont exécutés, même les moindres, les plus petits projets, même qui ont pour vocation de construire des postes de santé dans les zones les plus reculées, sont suivis par cet organe. Et vous voyez, ça donne énormément d'efficacité, ça donne vraiment alors une idée même, n'est-ce pas, à l'autorité supérieure sur l'évolution un peu. Mais si l'on reste dans cette logique-là, pour un meilleur suivi aujourd'hui de ces projets, est-ce qu'il faudrait aller vers la proposition dont vous venez de faire part, à savoir aujourd'hui au niveau de chaque département ministériel, avoir aujourd'hui à un certain niveau ces delivery units et avoir aussi un delivery unit qui soit au niveau central, qui coordonne tout cela, ou bien juste avoir un seul delivery unit logé à la présidence ou dans une autre institution qui coordonne tout cela? Bon, moi, je pense qu'il faut peut-être avoir des delivery units partout dans les ministères, par exemple, dans les ministères qui portent des projets structurants. Et maintenant, avoir une delivery unit qui assure la coordination et qui est un peu rattachée à la présidente de la République et qui permet au chef de l'État d'avoir une idée sur l'état d'avancement des projets qui ont été lancés et puis voilà, d'être mis au parfum des obstacles s'il y en a et de pouvoir corriger. Maintenant, ça n'a rien à voir avec peut-être l'initiative de l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale fonctionnant comme une institution autonome, donc peut aussi assurer effectivement cette mission à l'image des delivery units. Mais je pense que c'est
un mécanisme fondamental, un outil qu'il faut vraiment alors encourager dans tous les pays. En tout cas, les pays anglophones vraiment ne le regrettent pas et ça leur permet aujourd'hui vraiment de s'envoler. Et d'ailleurs, le Delivery Unit, c'est dont vous parliez tout à l'heure, à savoir le boss PSE, celui du Sénégal, a organisé d'ailleurs en novembre 2023 le premier forum du réseau africain des Delivery Units. C'était au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Comment aujourd'hui de tels événements, Moussa, peuvent servir en tout cas d'espace de partage des expériences et bonnes pratiques aujourd'hui dans le domaine du suivi en tout cas et de l'évaluation des politiques publiques. Il y a aujourd'hui Mbaye qui a donné tout à l'heure l'exemple des pays anglophones qui font beaucoup d'avancées dans ce sens-là. Comment de tels espaces peuvent servir de partage de bonnes pratiques sur ces questions? C'est extrêmement important. Ça va servir déjà de communication parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent l'action réelle, même dans les ministères, hein, l'action réelle de ces delivery units, qui les prennent un peu comme des concurrents alors que ce n'est pas le cas. C'est une co-construction de l'efficacité gouvernementale. Et c'est toujours bien, moi je dis une fois déjà, la dernière fois c'était en 2023, il faudrait que ce soit une organisation qui tourne, surtout en Afrique, dans notre zone au niveau de la CEDEAO, qui permettent de multiplier ces bonnes pratiques-là. Et justement, des formateurs du Delivery Unit du Rwanda pourraient aller au Bénin justement pour comment ça s'appelle? Les bonnes pratiques, best practice, pour pouvoir partager. Et donc ça a le mérite d'être une action de communication pour les citoyens que nous sommes, de savoir que nous avons des organes efficaces, et ça ferait la promotion de ces delivery units-là en termes aussi d'octroi de financement, parce que souvent aussi ils ont cette contrainte-là de ressources financières qui leur permettent d'être efficaces. Et selon vous aujourd'hui, quelle est la contribution de ces delivery units dans la dynamique d'émergence des États africains? Le premier élément, le premier résultat, c'est la rationalisation. C'est la rationalisation des deniers publics de manière générale, parce que ça permet aux ressources d'être exploitées au minimum, de manière optimum. Et il y a cet impact-là au niveau de la population, plus un suivi de l'efficacité gouvernementale. Donc, c'est un outil qui permet à coup sûr de pouvoir porter les ambitions de développement de nos pays. Et nous parlions depuis tout à l'heure du BOSS PSE, le bureau opérationnel et de suivi du plan Sénégal émergent, un référentiel qui a été remplacé aujourd'hui par le référentiel des politiques publiques Sénégal Vision 2050 et le BOSS PSE également, remplacé par le BOSC PP, à savoir le bureau opérationnel de suivi et de coordination des politiques publiques, désormais logé également à la primature. Et aujourd'hui, ces bureaux également, on a vu la mission qu'ils mènent, ces bureaux de coordination et de suivi là pour la mise en œuvre des politiques publiques. Aujourd'hui, ils font face à des contraintes liées aujourd'hui au budget qui leur sont alloués, comme on en avait parlé en première partie d'émission concernant les corps de contrôle. Aujourd'hui, à la technologie même nécessaire pour mener à bien leur mission et la question même d'un personnel qualifié pour mener à bien cette mission. Comment surmonter ces défis-là pour une meilleure efficacité de ces delivery units? Oui, peut-être pour conforter M. Gueye dans sa position de tout à l'heure, concernant un peu l'importance de ces delivery units, il faut considérer aussi que ces delivery units permettent donc d'améliorer l'efficacité de la gouvernance en veillant à ce que les politiques qui, au début, n'étaient que des ambitions, puissent être traduites en actions concrètes. Et ça, c'est fondamental. Mais aussi que des résultats donc, qui sont alors envisagés puissent être mesurables et visibles. Ça, c'est important, un élément. Mais aussi, ces delivery units donc, permettent aussi de favoriser une transparence accrue car elles fournissent des données précises et actualisées sur la mise en œuvre des politiques surtout. Et ça, c'est extrêmement important. Ça permet toujours aux décideurs d'être au parfum un peu de la mise en œuvre de la politique, n'est-ce pas, qu'il a engagée. Ensuite, il y a aussi la réactivité rapide face aux échecs ou au retard dans l'exécution des projets. Ça, c'était juste pour conforter, n'est-ce pas, M. Gueye, dans son raisonnement. Maintenant, comment surmonter aujourd'hui les défis auxquels ils font face pour pouvoir arriver à mener à bien cette mission dont vous avez fait part? Mais effectivement, déjà, il y a un travail de sensibilisation qu'il faut faire, comme il l'a dit, parce qu'après avoir suivi peut-être un peu l'évolution de ce BOSS PSE dont vous faisiez allusion tout à l'heure, vous voyez que ces techniciens qui incarnaient en réalité cet organe-là avaient toutes les difficultés parce qu'ils étaient vus comme des concurrents. Ils étaient vus comme des concurrents par certains fonctionnaires de certains ministères.
Donc là, déjà, c'est un travail de coordination que l'autorité supérieure doit faire. Donc, pour leur faire comprendre que c'est des collaborateurs, ils sont là pour assurer le suivi, pour vous aider, pour vous accompagner, pour corriger. Ils ne sont pas des concurrents, mais c'est le new management public, la nouvelle gestion publique qui exige qu'on ait ces organes-là, partie intégrante de l'administration, pour qu'on puisse atteindre nos objectifs, pour le bonheur, n'est-ce pas, des populations. Et là, je pense que ça peut aider vraiment à régler les problèmes. L'autre problème, l'autre élément aussi, c'est qu'il faut effectivement doter, n'est-ce pas, ces organes-là de moyens logistiques, financiers et tout. Parce que c'est un travail fastidieux, n'est-ce pas, qu'ils mènent. Imaginez quand vous voulez évaluer, par exemple, un projet de partenariat public-privé, par exemple, d'un coût global de 1000 milliards. Ça, il faut des outils, il faut des moyens, il faut les capacités, les former, les faire monter en compétences, les aider, mais aussi surtout les mettre dans de très bonnes conditions de travail pour permettre aussi d'atteindre les objectifs qui leur sont fixés. Et par rapport à cette capacitation-là dont il a parlé et ce travail fastidieux aujourd'hui à faire, est-ce que cela en appellerait également à aujourd'hui voir comment mettre aussi un outil comme l'intelligence artificielle aujourd'hui à la disposition de ces delivery units-là? Ce serait une excellente chose, ce serait d'avoir une plateforme transversale, et ça garantirait justement la transparence et la bonne gouvernance. Et l'intelligence artificielle a cette capacité-là de pouvoir mesurer les risques et de pouvoir apporter presque de manière prédictive des solutions. C'est un excellent outil. Après, il faut évidemment l'adapter parce que encore, on a quelques soucis avec l'intelligence artificielle, mais je veux dire, par rapport aux besoins spécifiques de ces delivery units-là, ce ne serait pas compliqué pour moi de mettre en place cet outil-là, une plateforme globale, qu'un citoyen lambda peut même consulter en mode consultant pour voir comment évoluent justement ces actions-là. C'est extrêmement important et c'est devenu d'ailleurs une obligation presque, vu la technologie et la vitesse à laquelle elle évolue. Et Moussa, les partenaires techniques et financiers avec lesquels également collaborent nos États, que ce soit les institutions de Bretton Woods ou d'autres partenaires techniques et financiers, ont aussi leurs outils aujourd'hui de suivi et d'évaluation de nos politiques publiques et surtout des projets qu'ils financent, que ces partenaires-là financent. Comment aujourd'hui ces delivery units peuvent faciliter la tâche aux États, surtout pour arriver à mettre en adéquation les résultats issus de leurs travaux avec ceux issus aujourd'hui des évaluateurs de ces partenaires techniques et financiers? Oui, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les réalités nationales dans nos contrées et les standards internationaux sur lesquels justement ces bailleurs-là, par exemple, les outils que ces bailleurs-là utilisent. Donc ce ne serait pas compliqué parce que ça reste de la technologie. Aujourd'hui, la technologie, elle est transversale, elle est assez démocratique, mais le défi, ce serait comment est-ce que moi, par rapport à mes réalités locales, par rapport à mes besoins, par rapport au niveau de mes ressources, je peux avoir un outil qui permette de garantir la transparence et d'avoir la confiance par rapport à ces standards internationaux-là. Et sur ce point-là, selon vous, M. Mbaye, comment mettre en adéquation aujourd'hui ces résultats-là, à savoir les résultats aujourd'hui de ces partenaires techniques et financiers, de leurs évaluateurs, avec les résultats aujourd'hui issus de nos delivery units, puisqu'il arrive même qu'on le voit sur certains projets, les partenaires techniques et financiers avancent des chiffres. Aujourd'hui, les États également concernés avancent d'autres chiffres, ce qui crée des fois même une certaine cacophonie. Comment arriver aujourd'hui, ou bien quel rôle pourraient jouer ces delivery units dans la mise en adéquation aujourd'hui des résultats issus de leurs différents travaux? Mais je pense que les delivery units peuvent assurer un travail de coordination, n'est-ce pas, de coordination, quand je le dis, donc essayer un peu d'arrondir un peu voilà, les missions, parce que c'est la finalité aussi, c'est d'évaluer. Donc le bailleur qui injecte effectivement ses finances veut effectivement avoir un regard sur effectivement l'exécution un peu des projets qui ont fait l'objet de financement, mais aussi l'État aussi a l'obligation d'avoir un regard sur effectivement les projets qui sont mis en œuvre sur la base de prêts, n'est-ce pas, accordés par le bailleur. Pour moi ici, le delivery unit va jouer un peu ce rôle-là à cheval entre le bailleur et effectivement l'État pour assurer un peu la coordination pour qu'on ne tombe pas effectivement alors dans des situations, voilà, de oui, j'ai pas vu tel chiffre, etc. Ces problèmes ces difficultés qui peuvent peut-être nous mener même à des contentieux dans le futur. Et l'on reste sur ce point-là avec ces delivery units qui constituent de petites équipes hautement qualifiées travaillant au cœur de gouvernement pour aider les ministères concernés à accélérer la mise en œuvre des programmes et initiatives prioritaires de plus en plus populaires. Quel rôle aujourd'hui joue-t-il dans la mise en œuvre et l'évaluation, selon vous, des politiques publiques en Afrique?
mais ils jouent un rôle fondamental. Comme on l'a dit tout à l'heure, tout cela rentre dans la dynamique un peu du New Management Public. Les pays anglophones qui se sont appropriés de cet organe-là ont vu les résultats. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez des pays comme les nôtres ou bien des pays peut-être qui sont dans la zone francophone. On vous parle souvent, par exemple, de projets réalisés de façon fictive, les marchés fictifs, etc. Parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'évaluation. Dans ces pays anglophones-là, par exemple, avec l'exemple du Rwanda, le président a une idée sur la réalisation, je dis bien, des cases et des postes de santé dans des contrées les plus reculées du pays, à temps réel, et il a une visibilité. Et cela renvoie surtout à l'importance du suivi et évaluation dans la coordination des projets. Effectivement. Donc, c'est vraiment important et vraiment, il y va même de l'intérêt des pouvoirs publics, donc de promouvoir un peu cet organe, de lui donner vraiment alors les moyens dont il a besoin, et ça va encore une fois soulager les pouvoirs publics, mais aussi ça va aussi soulager les populations parce que vraiment, on aura à réaliser beaucoup de projets pour le bonheur des populations. Et Moussa, comment arriver aujourd'hui au niveau de ces pouvoirs publics, surtout au niveau de l'Afrique francophone, à ce qu'ils s'approprient aujourd'hui de ces outils que constituent les delivery units, puisqu'on l'a dit on le dit en tout cas depuis tout à l'heure, au niveau des pays anglophones, la question est bien cernée, mais comment faire aujourd'hui pour que ces États francophones arrivent à s'approprier aujourd'hui ces outils-là de coordination et de suivi des projets et autres politiques publiques? Oui, je pense que l'efficacité de ces delivery units n'est plus à prouver en termes d'incidence, en termes de succès de tous ces programmes-là. On a des programmes énergétiques, par exemple, au Kenya, qui a été très bien mené. Donc, il faudrait vraiment avoir de la volonté politique. Ça revient à la volonté politique de se dire, nos voisins anglophones sont en train de réussir des choses extraordinaires, nous allons emprunter leurs outils, mais il faut qu'à un moment donné aussi la politique puisse se retirer un peu de ces débats techniques, de ces éléments techniques-là, et leur laisser assez d'indépendance, assez de ressources. Donc, on parlait justement de la relation avec les bailleurs. Il faudrait par exemple leur permettre à ces delivery units d'avoir les mêmes éléments d'évaluation, d'avoir les mêmes critères, c'est-à-dire les mêmes normes d'évaluation en termes d'avancement de chaque projet, que ce soit qu'on retrouve ces mêmes normes ici au sein de nos bureaux, que sur le plan international. Ainsi, celui qui... Conforter ce que vous êtes en train de dire, ce sont d'ailleurs aux mêmes problèmes que font face les États africains avec les organismes et autres cabinets de notation, d'où d'ailleurs l'engagement même de l'Union africaine à arriver aujourd'hui à un organisme de notation, prendre en compte même les réalités aujourd'hui de nos États. Exactement, et c'est comme ça. Si ce mécanisme-là est reproduit au niveau de nos delivery units, je suis sûr que nous allons avoir plus d'efficacité et puis permettre de relancer le développement tant souhaité. Et sur ce point, comment davantage aujourd'hui soutenir ces structures de coordination et de suivi afin de leur garantir plus d'efficacité aujourd'hui dans ce travail qu'ils mènent pour la coordination et le suivi des politiques? Il y a les moyens financiers, les moyens humains, il a parlé de capacitation tout à l'heure, mais il y a aussi le cadre juridique qui pour moi reste à être amélioré quand même. Il faudrait que ces bureaux-là puissent avoir plus les coups de franche pour pouvoir aller vers les ministères et de manière transversale aussi qu'il y ait cette coordination-là beaucoup plus fluide parce que jusque-là, elle n'est pas assez fluide et ça gangrène un peu l'efficacité des actions. Et comment arriver à cette fluidité aujourd'hui selon vous? Mais comment arriver à cette fluidité aujourd'hui de la coordination entre ces delivery units centrales aujourd'hui et les organes que sont aujourd'hui les départements ministériels qui exécutent aujourd'hui ces politiques publiques-là et tout doit être centralisé au sein de ces delivery units aujourd'hui? Comment arriver à garantir une meilleure coordination des travaux entre les delivery units et ces ministères? Mais je pense que tout dépend, comme l'a dit M. Gueye tout à l'heure, d'une volonté politique affichée. Parce que quand effectivement l'autorité décide, n'est-ce pas, de donner à ces organes-là de plein pouvoir, donc leur donner vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner correctement et d'instruire tous les ministères qui, n'est-ce pas, qui pilotent des projets structurants, mais de se joindre à cet organe et vraiment légiférer. Mais effectivement, et ça, c'est sur la base d'un dispositif juridique intéressant, efficace, mais aussi alors performant, qu'on va arriver effectivement à leur donner assez de garanties. Maintenant, ce que je voulais peut-être ajouter, et ça va concerner même peut-être notre premier sujet tout à l'heure, il s'agit ici du rôle de la presse, mais aussi de la société civile.
Vous savez, l'homme politique, il n'a peur que de l'électeur ou bien des électeurs. Et là, il faut aller vers la sensibilisation, surtout M. Gueye qui évolue dans le domaine voilà, de la formation, ils ont des ONG. Il faudra sensibiliser davantage les populations. Si les populations s'approprient un peu ces outils-là, mais les populations vont mettre la pression sur l'autorité. Mais pour en arriver à cette sensibilisation des populations par la société civile et la presse, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord outiller aujourd'hui cette presse-là et cette société civile sur ces questions aujourd'hui de suivi des politiques publiques? Mais effectivement, c'est une évidence. D'ailleurs, je le disais récemment parce que j'ai eu l'occasion dans le cadre de mes engagements dans le cadre de la formation. J'étais sur Vélingara pour former un peu les élus locaux, mais j'ai décidé même de donner souvent alors des séminaires de formation aux journalistes sur, par exemple, comment traiter des dossiers sur les marchés publics. Parce qu'aujourd'hui, tout ce tintamarre-là, toute cette tension-là, c'est à cause de la presse, de l'appréhension que la presse a des rapports d'audit. Dès qu'on dit tel est épinglé, les gens pensent qu'il a bouffé le budget. Alors qu'être épinglé, c'est qu'il y a effectivement des problèmes de non-conformité par rapport à la gestion. La réglementation, effectivement, a édicté la voie à suivre par ignorance, par manque d'expertise qu'il faut parfois, etc. Donc, malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes consultant formateur, également enseignant associé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation pour votre première participation. Ça a été un réel plaisir également et nous en avons beaucoup appris aussi de vos différents développements. Merci encore d'avoir été avec nous. Mais M. Sow, le plaisir est immensément partagé. C'est moi qui vous remercie et M. Gueye aussi. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci également à votre co-débatteur, M. Gueye, qui en tout cas commence à devenir un habitué du débrief. Merci beaucoup, Moussa Gueye. Vous êtes également consultant formateur. Je rappelle que vous êtes membre de l'OCDEA, l'Observatoire pour le suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, où vous êtes chargé aussi de la formation. Toujours un plaisir aussi de partager ce plateau. Merci, plaisir partagé. On en apprend toujours lors de ces émissions de débrief. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.